d'accord. Je voudrais aussi vous remercier de m'avoir invité à venir à Bruxelles. C'est monsieur Savi qui m'a contacté. Effectivement, moi j'ai été collégienne, bien que étant ruténoise, 2 ans à Saint-Martin, parce que j'avais redoublé ma 4e, mais j'ai fini avec un master d'histoire. Comme quoi, vous voyez, même si quelquefois on a un peu de mal au début à faire des études, ben maintenant, après, ça c'est plutôt bien fini. Il faut que je parle beaucoup plus fort, et que je le mette contre le menton. Ouais, il monte un petit peu. D'accord. Très bien. Comme une glace. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler donc, des prisonniers. Moi, j'ai fait beaucoup de choses sur 14-18. Dans le cadre de mon travail, j'ai réalisé une exposition aussi sur l'Aveyron et les Aveyronnais en 14-18 qui circulent un peu partout, d'ailleurs. Et ce soir, je ne sais plus pourquoi, avec M. Savi, on avait pensé à ce sujet-là. J'ai pensé à vous parler des prisonniers. Mais il y a plusieurs types de prisonniers. Il y a des grandes figures de l'histoire de France qui ont été prisonniers en 14-18. Roland Garros, ça vous dit quelque chose? Charles de Gaulle ou encore Maurice Chevalier ont en commun d'avoir été prisonniers pendant la Grande Guerre. Durant ce conflit, plus de 6 630 000 hommes ont été faits prisonniers, soit plus de 2 500 000 en Allemagne et 350 000 en France. Mais il faut savoir que tous les pays belligérants, de tous les côtés, qu'ils soient amis ou ennemis, ont fait des prisonniers. Ça veut dire qu'il y a eu des Russes, des Anglais, et il y en a eu donc bien sûr en Allemagne, en Autriche, un peu partout. Alors pour illustrer ce thème, bien sûr, j'ai choisi de mettre un regard plutôt sur l'Aveyron et de vous parler de 3 types de prisonniers qui se sont croisés en Aveyron. Les premiers, ce sont les prisonniers civils des nations ennemies. C'est-à-dire qu'au 2 août 14, il y a des gens qui vivent et travaillent en France, qui sont d'une nation ennemie, et donc ils deviennent eux-mêmes des ennemis, donc on va les regrouper. Bien sûr, il y a ces soldats aveyronnais qui sont mobilisés, qui partent à la guerre, et qui sont faits prisonniers par les Allemands. Et de même, il y a aussi des Allemands qui sont faits prisonniers sur le front par des troupes françaises et qui sont amenés dans la zone de l'arrière. Alors, d'abord un petit panorama donc, de l'Aveyron à cette période-là. Dans l'Aveyron, c'est un département agricole, c'est M. Roger Béteille qui a dû vous parler de tout ça récemment. Il y a bien sûr les cantons viticoles. Du côté de Saint-Geniès, on avait déjà la fraise. On a donc beaucoup de mines. Il y a 63 concessions de mines en Aveyron, avec bien sûr les gros secteurs de Mont-d'Alazac, d'Aubin, où il y a des minerais de fer aussi, les hauts fourneaux de Decazeville, la société Vieille Montagne de Viviers, qui produit du zinc, qui est laminé à Panchaud, et la verrerie de verre à vitre qui est à Panchaud. Il y a bien sûr les fabriques d'étoffes de laine, des draps de troupe, qui sont aussi sur Saint-Geniès, sur Saint-Afrique, Camarès ou Salle-la-Source, où il y a le fameux musée. Et bien sûr, tout ce qui est les messageries et tanneries implantées à Millau, qui fabriquent toutes les gants et tout ce qui est utile, les cuirs pour les chevaux et aussi pour vêtir les hommes. Alors qu'est-ce qui se passe avec à la mobilisation? En fait, ça change tout est bouleversé. Et dans un premier temps, il y a du chômage, tout s'arrête, les entreprises s'arrêtent. Pourquoi? Parce que les hommes, après donc l'annonce par le tocsin et bien sûr l'affiche de la mobilisation, tout le monde va prendre le chemin de la caserne. Et donc la main-d'œuvre, elle va manquer. Les petites manufactures, comme les grandes, sont réduites. Le patron, aussi bien que les ouvriers, partent à la guerre. Et donc les productions vont s'orienter vers celle de ce qu'on appelle la défense nationale. C'est-à-dire que dans le bassin mouillé de Decazeville, on va produire des obus, des baïonnettes, des rails de chemin de fer, des produits chimiques, et les verres ils vont devenir des verres photographiques à la fois pour l'observation et aussi pour les services de santé, pour faire des photos tout simplement. Aujourd'hui, là j'ai quelqu'un qui est en train de me prendre en photo, on a une petite carte. Avant, ce sont ou les appareils photo avec des pellicules, ou aussi les fameuses plaques de verre. Bien sûr, dans l'alimentaire, on a tous les bestiaux, les chevaux qui vont être réquisitionnés pour partir à la fois tirer les charrettes et aussi nourrir la troupe. Les conserveries vont elles aussi envoyer des colis, fabriquer de la nourriture pour les soldats. Et les filatures vont continuer donc à produire ce qu'on appelle le drap de troupe.
Voilà, cette situation aussi à la veille de la guerre, c'est aussi donc ces régions militaires, avec ici l'Aveyron, qui fait partie de la région militaire donc de Montpellier. On est à cheval, je dirais. Aujourd'hui, on a la région qui va passer avec la région toulousaine. On a toujours donc la cour d'appel qui est sur Montpellier. Au niveau éducation, on dépend déjà de la région de Toulouse. Mais au niveau militaire, on faisait partie de la 16e région militaire de Montpellier. C'est pour ça que la plupart des soldats ont été faire leur recensement militaire ou à Mende pour la région de Millau, ou Saint-Afrique qui sont allés sur Béziers, ou bien sûr après sur Rodez pour ceux de Villefranche et de Rodez. Avec cette mobilisation, les déserteurs, les insoumis sont recherchés, tout le monde doit partir se battre. Et avec le départ des troupes, on va avoir aussi des arrivées massives de soldats sur l'Aveyron. Donc ils vont être implantés donc, dans toutes les casernes du département. Il y en aura bien sûr aussi sur le camp du Larzac. On a aussi les premiers blessés qui vont arriver. Donc il y a des hôpitaux temporaires qui vont s'ouvrir un petit peu partout dans le département. Et aussi on va avoir d'autres populations qui vont arriver. C'est ce que l'on appelle donc les internés civils. Là je vous montre donc des clichés justement avec les entreprises dont je vous parlais. La filature de Camarès, avec donc les femmes voilà, qui font ce fameux drap de troupe qui va servir à faire des couvertures mais aussi des uniformes. Les ganteries de Millau. On voit d'ailleurs au fond écrit sur cette carte postale paix, loyauté, patrie. Donc il y avait aussi, on parlait de cet enseignement de la revanche dans les écoles. La conserverie Reina les Roquelaure qui existait déjà. Et bien sûr les mines et usines de Casseville. Et donc dans cette population qui va arriver, on va avoir des étrangers, mais pas les étrangers qu'on trouve dans ceux qui viennent travailler habituellement dans le bassin, ce qu'on appelle le Mescladis, avec ces Espagnols, ces Italiens qui arrivent de villages. On va avoir ces personnes qui en fait sont originaires de ces nations ennemies. Dès le mois d'août et septembre 14, il n'y a pas moins de 9 sites qui vont être créés donc, en Aveyron. Et pourquoi parce qu'en fait, il y a dans chaque préfecture des départements et dans les centres des gendarmeries, ces personnes-là doivent venir se déclarer leur nationalité. Et donc après, donc, ils sont originaires de toutes les régions de France et après on va les regrouper. On a ici donc ces cartes qui vous montrent, on appelle ça des camps d'internés civils ou dépôts d'internés civils. Et partout où il y a des petits points, on vous montre partout où est-ce qu'il y en avait. On voit ici en Aveyron, donc il y en a au moins 5. À la fin de l'année 14, il y en aura 9. Il y en a à Saint-Pierre-à-Rodez, à Pont-les-Bains, à Espalion, Saint-Afrique, à Villefranche-de-Rouergue, il y en a 3. Au Château de Grave, à 13-Pierre, il y en a la Maladrerie. Sur le plateau du Larzac, et ainsi qu'à Millau. Donc je vais vous parler un petit peu donc, de toutes ces personnes-là. Ils arrivent, si les soldats partent par le train, ils arrivent par le train. Et le premier dépôt qui est ouvert, c'est celui de Saint-Pierre-à-Rodez, sur les ordres du préfet. Le choix en fait de ces locaux, il a été difficile sur Rodez parce qu'il faut caser tous ces soldats et aussi créer ces hôpitaux temporaires. Donc en fait, il reste l'ancien séminaire Saint-Pierre à Rodez, puisque le nouveau, c'est les locaux de l'ancien CEDEC. Et il y avait aussi des bâtiments qui avaient été vacants suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État, un peu moins de 20 ans auparavant. Et donc l'ancien séminaire a aussi l'avantage, c'est qu'il n'est pas dans le centre-ville, c'est un grand local, et donc il y a donc des personnes qui vont arriver des 24, 26 et 26 août, puis le 6 septembre. Ils sont en fait le régime des prisonniers. Donc il y a donc des femmes, des enfants. Il y a donc 3 bâtiments où on va les mettre en place. Il y a un service médical, il y a donc qui s'occupe d'eux. Et le dépôt de Rodez, c'est celui qui va fermer le plus tôt. Il va fermer donc en avril 1915. Et les personnes qui étaient là vont être envoyées dans d'autres camps du département. Un camp qui va durer jusqu'à la fin de la guerre, c'est celui d'Espalion, qui est créé le 4 septembre dans les locaux du collège Immaculée Conception, qui est réquisitionné sur les ordres du préfet. Le directeur du centre, c'est le sous-préfet, qui est aidé par les tâches administratives, par le personnel de la sous-préfecture. C'est quand même un établissement scolaire, on est au mois de septembre. Les 3 quarts des locaux sont occupés, mais pas la totalité.
Il y a bien sûr un service d'ordre par des gendarmes et des gardes civils. Et le service médical, il est assuré par le docteur Capoulade qui est sur le secteur, mais parmi les internés, il y a aussi donc un médecin allemand, quelqu'un qui était médecin ailleurs en France et qui là va s'occuper donc des personnes qui sont là. Il y a un service religieux également. Il y a un contrôle de la correspondance qui est fait par l'abbé Gracio, qui était professeur d'allemand au collège, et qui en fait assure à la fois la réception du courrier, qui traduit, et ce qu'on appelle les internés, donc les prisonniers, peuvent envoyer des cartes postales, mais une carte par semaine très succincte, et pas moins d'un courrier. Un courrier ne doit pas faire plus de 4 pages. On peut remarquer que ce régime-là d'écriture, il est commun à la fois aux prisonniers civils, mais aussi militaires français qui seront en Allemagne, dont je vous parlerai un peu plus loin. Le menu alimentaire, c'est celui des prisons. C'est 850 grammes de pain par jour. Et donc, ils travaillent. Pour vous donner un petit peu la part du nombre de personnes qui étaient là, le premier groupe qui arrive le 16 septembre 1914 à Espalion, c'est quand même 273 personnes. Et donc, voici ce que nous raconte le journal, le sous-préfet dans un télégramme donc, au préfet de l'Aveyron. Le train spécial est arrivé à 6h30 du soir. Toute la population espalionnaise s'est émassée à la gare sur le passage de ces étrangers. J'ai fait venir pour le service d'ordre le lieutenant de gendarmerie et les hommes disponibles, de même que les gardes civils, dont le nombre a dû être augmenté depuis quelques jours. Je dois ajouter que le directeur et l'économe, qui sont des ecclésiastiques, n'ont fait aucune difficulté et se sont prêtés de bonne grâce à seconder le travail des personnes chargées de débarrasser les salles destinées à recevoir les réfugiés. Ils occupent les salles de classe et le réfectoire du rez-de-chaussée et les grands dortoirs du 2e étage. Le premier étant réservé à tout le personnel du collège. Ils sont séparés par sexe et autant que possible par nationalité. Il y a aussi un règlement intérieur qui est rédigé d'ailleurs en allemand pour qu'il puisse être compris par tous, qui comprend plusieurs articles. Et donc, il dit que dans l'intérêt général, il relève de chacun de s'assurer de la plus grande propreté des dépôts. Ils assurent eux-mêmes donc leur cuisine, l'entretien des locaux, et ce type de consigne générale est valable sur l'ensemble de ces établissements. On voit que certains ils peuvent sortir en ville. Les internés ne sont pas autorisés à sortir en ville, sauf pour des motifs graves ou lorsqu'ils doivent aller, mettons, pour des raisons médicales, aller voir un médecin ou être envoyés pour avoir des soins ailleurs. Alors le règlement s'est levé à 7h, 8h en hiver. Ils doivent être levés. Ils assurent donc toute l'intendance. Le soir, il y a un appel qui est fait général à 8h15. Et l'accès des salles des hommes est absolument interdit à toute autre femme et vice-versa. On sépare bien les tâches. Bon, il y a un service médical. Les colis postaux, le soldat vaguemestre se rendra chaque jour à la gare pour relever la liste des colis. Ceux-ci, ils iront les retirer sous la conduite et les déposeront au poste de garde où ils seront ouverts et examinés en présence du commissaire de police ou par un sous-officier militaire. Il y a un autre camp qui est aussi implanté donc, à Saint-Afrique. À Saint-Afrique, c'est au collège Saint-Gabriel. C'est un petit peu donc, le même type de choses, mais là le groupe est plus important. Le premier qui arrive, donc le 25 août, c'est 790 personnes. Donc c'est quand même beaucoup. L'administration elle est faite par le juge de paix de Saint-Afrique, qui s'appelle M. Molly. Là, même chose, il y a un service médical. Et il y a aussi beaucoup de familles qui sont implantées dans un premier temps à Saint-Afrique. Et d'ailleurs, il y a dans un premier temps, malheureusement, des maladies infantiles qui fait que beaucoup d'enfants de moins de 6 ans vont d'ailleurs décéder parce que il y a des soins qui ne peuvent pas être donnés et ce sont des maladies type rougeole qui sont très connues aujourd'hui, pour lesquelles aujourd'hui on arrive à trouver des soins comme la pénicilline, mais en 1914 la pénicilline n'existe pas. Il y a la rougeole aussi qui fait beaucoup de dégâts. Et cet établissement, il va donc fermer en décembre 1917.
Et après, les personnes qui étaient là sont envoyées sur Espalion, qui est un des derniers camps, et à Rochefort, en Charente-Maritime. Après, il y a d'autres camps qui sont implantés donc, au château de Grave, donc à Villefranche-de-Rouergue, ouvert en septembre. Là, c'est 1020 évacués qui arrivent en 2 convois de 608 et 412 personnes. Et ceux-là, ils viennent généralement de la région du nord de la France ou du secteur de Paris. Alors, ils sont installés dans 3 sites, au domaine de Grave, qui était une institution d'enseignement secondaire libre, à 13 pierres, c'est dans un immeuble appartenant à un particulier, et à l'usine de la Maladrerie, qui est un bâtiment qui appartenait à la société Saint-Gobain. Le dépôt de Grave est loué à l'évêché de Rodez, qui est donc propriétaire des locaux. Et donc c'est comme pour les autres, donc le même régime. Là, il y a des Austro-Allemands, il y a aussi des Alsaciens lorrains. C'est-à-dire qu'à partir de 1870, lors de la perte de l'Alsace et la Lorraine, ces personnes-là vont devoir choisir s'ils sont d'origine française ou d'origine allemande. Et en 1914, ça a une incidence importante. S'ils sont d'origine française, ils peuvent être libres. Si on estime qu'ils sont d'origine allemande, c'est eux qui sont interdits. Je vous donnerai un peu plus loin donc, un exemple. Il y a aussi de septembre à décembre 14 des gens qui sont au camp du Larzac, qui est déjà donc, le camp militaire qui avait été ouvert en 1902. Ils viennent de la région de Calais. On place là des personnes jugées suspectes, soupçonnées d'espionnage, mais il n'en faut pas beaucoup pour être soupçonnées d'espionnage en 1914, et qui sont plutôt originaires de la zone des armées. Au nombre de 82, ils sont répartis ensuite après sur les camps de Frigolet, de Viviers dans l'Ardèche, ou encore au Dorec en Haute-Loire, qui sont d'ailleurs des camps d'internés civils où les conditions de détention sont assez difficiles. Le dernier camp, donc, il est situé à Millau, dans 2 écoles publiques, cette fois-ci, à l'école publique Eugène Selle, dont je vous montre ici une carte postale, et les femmes, elles sont placées à l'école de la Liberté. Après, en septembre 14, ils seront tous regroupés donc, à l'école Eugène Selle. Voilà, donc il y a le même régime là aussi. Et là aussi, par contre, on a la coqueluche et la rougeole qui vont aussi beaucoup sévir à Millau. Ce sont aussi des enfants qui sont arrivés, qui ont beaucoup voyagé et dont les conditions, je dirais, d'alimentation défectueuse et les manques de soins ont aussi eu des conséquences sur leur santé. La ville de Millau souhaitait d'ailleurs créer un hôpital spécifiquement pour les enfants en raison de cette mortalité importante, mais bon, c'est pas réalisé. Les dépôts de Villefranche et d'Espalion sont les derniers à fermer leurs portes en 1919. On parle souvent du 11 novembre 1918, mais la guerre, elle s'arrête vraiment en juin 19 et beaucoup de choses s'arrêtent en 1919. Les derniers internés ne partent d'Espalion que le 17 septembre 1919. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme population donc, dans ces camps? On a toutes les personnes classées par nationalité, on a bon, ces Alsaciens lorrains, on a aussi des Polonais, parce que la Pologne, elle est déjà coupée en 2, il y a ceux d'origine russe et ceux d'origine allemande. Alors ceux d'origine russe, pays allié de la France, eux, ils vont pouvoir vivre et travailler en France. Les autres, ils vont devenir internés civils, mais comme ils sont polonais, il y a beaucoup de Polonais qui étaient originaires du Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est une région où il y a des mines, et on manque de main-d'œuvre à Decazeville, ou à Mont-d'Alazac ou ailleurs, donc ça va être une main-d'œuvre très intéressante. Et en fait, c'est pas parce qu'ils ont cette nationalité assimilée allemande que c'est pas des mauvais travailleurs, au contraire. Donc eux, on va pouvoir les placer en permis de séjour à Decazeville, à Saint-Georges-de-Luzançon, ou dans d'autres manufactures. On en a aussi certains qui sont employés, des Alsaciens, des Allemands ou des Autrichiens, chez Reynal et Rochlor, parce que certains ont des formations donc, de bouchers de charcutiers. Voici, alors malheureusement, il n'existe pas de photos de l'intérieur de ces lieux avec des internés civils. Donc je vous montre ici d'autres photos donc, de camps avec ces personnes-là. On voit que voilà, ils ont ici donc à Bergerac, en Dordogne, dans le Finistère, dans le Calvados. Les plus proches, c'était en Tarn-et-Garonne. Il y en avait notamment à Moissac ou à la Béville de Belle-Perche. Alors ces permis de travail, mais voilà, ils vont avoir une carte d'identité. Ici, on a 3 exemples.
On a un dénommé donc Obermeier, qui donc était légionnaire. Donc en fait, avant la guerre, il s'engage dans la Légion, contrat de 5 ans. Quand on est légionnaire, aujourd'hui c'est toujours le cas, on n'a plus de nationalité. On n'est pas apatride, on est légionnaire. Le contrat se termine, il ne souhaite pas le renouveler. Il reprend sa nationalité allemande. Donc il est d'abord placé en camp d'interné civil en Algérie, qui est donc département français, à Mascara, et puis il est envoyé à Sainte-Afrique. Et en fait, comme il souhaite reprendre sa profession d'origine, il était charcutier, il a une conduite irréprochable, et bien il demande à partir à travailler dans des conserveries ou des charcuteries, et il va travailler chez Reynal Aerochlore. On a aussi le cas de 2 autres, le dénommé Pitch ou Soroumen aussi, qui s'appelle Poupa, qui sont également donc des internés civils ou des étrangers, mais qui vont pouvoir être employés pour travailler dans ces usines ou ces manufactures qui manquent de personnes. Mais parmi, il y a aussi des personnes qui sont des artistes. Et je voudrais attirer votre attention sur c'est en fait un chercheur de l'université de Nancy qui m'a contacté parce qu'il savait que ce dénommé Auguste Herbst, qui est de Nancy, a en fait été interné civil. Il était né à Strasbourg, donc Strasbourg, Alsace, ça veut dire dit d'origine allemande. Il travaillait depuis 15 ans à Nancy, donc à la manufacture Gallet. Et en fait, comme il est d'origine allemande, il va se déclarer à la mairie et en fait il est envoyé en Aveyron en tant qu'interné civil où en fait il est placé donc à Villefranche-de-Rouergue au camp de Grave. Comme il est totalement bilingue, et ben, il va être interprète. Donc il va rester jusqu'à la fin de la guerre à Grave et en fait après il repartira, mais vous voyez donc certaines de ses productions donc à Nancy, voilà ce qu'il a fait avant et après la guerre, on a ici le dessin d'un plafond et un mur d'élévation. Et puis en fait, il a aussi dessiné donc, de la vaisselle, ici en 1925. Ces légionnaires dont je vous parlais tout à l'heure, ils vont être placés surtout sur le camp donc, de Sainte-Afrique. Et en juin 1916, on a justement 195 anciens légionnaires qui vont arriver à Sainte-Afrique. Je dirais que le côté de l'histoire, c'est qu'on va en avoir qui vont revenir prochainement dans le secteur aussi. La plupart, ils sont alsaciens lorrains, autrichiens ou allemands, donc justement ce que je vous disais, engagés dans la Légion entre 1908 et 1911, incorporés au 1er ou 2e régiment étranger, et donc sont envoyés au Maroc ou en Algérie, et après ils ne souhaitent pas renouveler leur contrat. Donc ils sont dirigés vers la France et donc vers Sainte-Afrique, ce qui pose d'ailleurs quelques problèmes de surveillance, parce que parmi, il y a aussi de véritables guerriers, et c'est pas facile donc de canaliser ces personnes. Et donc certains nous donnent donc le sous-préfet, d'ailleurs pose le problème à son préfet, et même au ministre de la guerre, et voici ce qu'il raconte dans un télégramme daté du 4 août 1916. Il dit à la fin de juin dernier, dans un guet-apens nocturne, plusieurs d'entre eux ont essayé d'assommer 2 de leurs co-internés. Un autre prenait la fuite et malgré les sommations des sentinelles, ne s'arrêtait que lorsqu'il était atteint par 2 balles. En juillet se fut notamment l'évasion de 3 Austro-Hongrois, dont 2 ex-légionnaires pratiqués à l'aide d'une corde par une fenêtre située à 13 mètres de hauteur. Dans ce milieu se trouvent des individus prêts à jouer du couteau, à fomenter une rébellion, à mettre le feu au bâtiment du dépôt et à faire naître l'occasion, si elle se présente, pas d'elle-même. Il s'y trouve également de fortes têtes que travaille le cafard, des individus atteints de troubles mentaux, d'hystéro-épilepsie ou ayant des mœurs contre nature tant activement que passivement. C'est dire qu'une surveillance active de tous les instants s'impose, de jour et de nuit, ainsi qu'une discipline sévère. L'autorité militaire l'a elle-même reconnu, puisque depuis juillet, la situation a d'ailleurs été signalée et elle a doublé l'effectif de garde. Si 200 légionnaires n'étaient pas internés dans ce dépôt, j'aurais par contre conclu qu'une surveillance assurée par de gardes civils eût été établie, au lieu de 45 soldats que l'autorité militaire a jugé indispensable en raison de la présence d'anciens légionnaires. Une vingtaine de gardes civils eût été suffisant, je pense, pour ces divers services. Les hommes répondant à des conditions sont d'une part très nombreux et de l'autre très recherchés par l'industrie, le commerce et surtout l'agriculture. Les salaires tant industriels qu'agricoles sont très élevés
et dépasse surtout en bonne saison le double de l'indemnité journalière envisagée dans votre télégramme du 14. Alors, comment faire le tri entre ceux qui acceptent de travailler, qui acceptent d'être prisonniers, et les autres? Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les plus turbulents au camp de Saint-Tropez, qui n'est absolument pas la superbe ville d'aujourd'hui, qui est encore colonisée par les moustiques et qui n'est qu'un petit village de pêcheurs. Et justement, donc, certains sont envoyés aussi donc, en Corse ou dans d'autres camps. Il y a un autre type de population, ce sont aussi donc, des familles, et pas n'importe lesquelles, puisqu'on a des gens qui viennent du Congo belge. Donc vous imaginez un petit peu le chemin à parcourir depuis le Congo belge. Il y a donc des familles qui arrivent le 18 juin 1917 via La Rochelle par les vapeurs Albertville et Elisabethville au dépôt d'Espalion. À l'exception de 3 pasteurs protestants et d'un missionnaire, il s'agit de femmes et d'enfants dont les chefs de famille mobilisés dans l'armée allemande sont restés au Congo. Ces hommes occupaient des postes importants dans la région de Dar es Salaam, ingénieurs au chemin de fer, etc. Et ces familles ont été capturées, dans un premier temps regroupées à Tabora, en septembre 1916. Elles demandent leur rapatriement par la Suisse, et l'une des internées, femme d'officier, écrit dans ce but à l'ambassade des Pays-Bas auprès du gouvernement belge. Elle va nous indiquer donc tout le parcours qu'elle a fait depuis l'Afrique. Déportée à Tabora avec mon enfant âgé de 3 ans, le 26 janvier 1917, arrivée en France le 11 juin 1917. Et à Espalion, le 18 juin, je suis à présent internée. Je suis la femme du major WS qui se trouve encore avec les troupes allemandes d'Afrique allemande. Née le 22 novembre 1890, je suis la fille du capitaine Untel. J'ai été faite prisonnière par les troupes belges à Tabora au mois de septembre 1916. J'ai passé 4 ans dans les tropiques. Je suis anémique et dans un état de dépression intense. Les privations, les fatigues et les souffrances physiques et psychiques pendant la déportation au Congo m'ont mise dans un état de santé qui nécessite mon rapatriement. Mon fils a aussi beaucoup souffert pendant le voyage au Congo. En arrivant ici, il a eu une grave dysenterie et doit être soigné encore avec les plus graves précautions. Donc on voit qu'elle a été prisonnière depuis déjà 1 an, et donc depuis plus de 6 mois. Donc c'est le transport par bateau jusqu'à Rochefort ou La Rochelle, et après transport en train jusqu'à Espalion. Donc c'est quand même un sacré périple. Et en fait, leur seule cause, c'est qu'ils n'ont en fait pas la même nationalité. En 1916 et 1917, il y a donc les lois qui se mettent en place. C'est ce que l'on appelle donc les traités de Berne, puisqu'en fait le traitement des prisonniers est prévu dès avant la guerre. Il y a un règlement qui est fait en mars 1893 et qui modifie donc qui clarifie donc ces conventions internationales qui vont être bien mises en place aussi pendant la Grande Guerre, des conditions de détention et de traitement des prisonniers de guerre, quels qu'ils soient civils, qu'ils soient militaires. Il prévoit entre autres que les officiers peuvent conserver leurs armes, on ne va pas mettre au même endroit la troupe et les officiers. C'est ce qu'on appellera aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale les oflags et les stalags, ce qui n'est pas les mêmes types de camps. Ils sont immatriculés, on leur donne un numéro à l'arrivée au dépôt, ils ont un livret individuel, et en fait ils peuvent aussi bouger selon les camps. Les instructions de 1914 nous disent justement qu'il est interdit par exemple de les dépouiller des vêtements ou des objets personnels. Ils peuvent garder un minimum de choses. C'est justement la Croix-Rouge internationale qui va jouer les médiateurs. Donc ils sont basés en Suisse. Et il y a des accords qui sont mis en place à Berne en 1916 et en 1917 pour qu'à la fois les prisonniers français en Allemagne puissent transiter par la suite pour revenir en France, et même chose pour les Allemands. Ça veut dire que cette famille qui vient du Congo va devoir repasser par la Suisse pour repartir en Allemagne, dans un pays aussi qui est durement touché par la guerre. Alors, je voulais aussi donc, vous parler donc, de ces prisonniers civils, mais il y a aussi donc, ces prisonniers de guerre, les côtés français aussi. On a donc ici une carte qui nous montre l'emplacement de tous ces camps de prisonniers qui sont dispersés à travers toute l'Allemagne et ce qui était l'Autriche-Hongrie. Ça veut dire qu'on en a aujourd'hui
Aujourd'hui, on a la Russie, mais à cette époque-là, enfin aujourd'hui, ça c'est la Russie. On a donc Berlin, il y a Prague, on voit, il y a vraiment des camps qui sont très très nombreux. Le but, en Allemagne comme en France, c'est d'utiliser les prisonniers aussi pour le travail. Il y a des détachements qui sont mis en place dans chacun de ces camps. Et certains prisonniers dépendent de certains camps ou sont détachés dans des fermes, dans des usines. Par ailleurs, il est fréquent donc, que ces prisonniers changent de camp de travail. Il y a un historien donc, de l'Hérault qui s'appelle Don Laballe qui s'intéressait à ceux de l'Hérault et qui a dit que par exemple il y en a beaucoup qui ont été placés aussi bien en Saxe qu'en Autriche-Hongrie. Alors, j'ai regardé si dans le Nocélois, il n'y avait pas justement des gens qui avaient été faits prisonniers. Et je dirais que mon travail m'a un peu aidé dans la tâche parce que je réalise, entre autres, pour le ministère de la Défense, il y a des grands cimetières nationaux. Si je vous parle de Douaumont, de Notre-Dame de Lorette, pour ces grands sites, c'est moi qui ai rédigé les panneaux informatifs de ces nécropoles qui racontent l'histoire à la fois de ces lieux et des personnes qui sont inhumées dedans. Et récemment, j'ai rédigé le panneau de celle de Sarrebourg en Moselle, où sont inhumés des milliers de soldats qui ont été prisonniers de guerre, mais aussi des civils. Et donc j'avais la base nominative, par chance il y avait les lieux de naissance, donc bien sûr j'ai regardé s'il n'y avait pas des pays, il y avait des Aveyronnais, par chance il y a aussi des lieux de naissance, et donc j'en ai trouvé du Nocélois, et ici donc il y en avait d'ailleurs un de Tauriac de Nocelle, Jean Mallier. Ils ont tous entre eux, alors je vais vous montrer après aussi donc, quelques informations sur eux, ils étaient relativement jeunes. Le plus jeune avait 21 ans, le plus âgé 40. Alors, pour Camjac, il y avait Pierre Calmels, qui est décédé donc, en 1918 au camp de Darmstadt. Pour Cassagne, il y avait Ernest Weyrach, décédé en avril 1915 au camp de Langensalza. C'est un des camps où il y a eu le plus de décédés, où il y a eu énormément d'épidémies de typhus. Adrien Lange-Albert, qui était de Gramont, décédé en décembre 1918, quand je vous dis que la guerre se poursuit jusqu'en 1919. On a la fameuse histoire du capitaine Conan, qui lui ne revient qu'en 19 en France. C'est le cas, il faut avoir le temps de ramener toutes ces personnes-là. Lui est décédé au camp de Puchheim en Allemagne, c'était un commando qui était à proximité de Munich. Pour la Capelle Blaise, Adrien Lortal, qui est décédé en octobre 18 à Dortmund. La Salvetat Bayrales, il y en a 3. Firmin Lagarrigue, Léon Cantagrel et Augustin Fournier. Le premier est décédé à Sarrebruck en octobre 14, donc très peu de temps après sa capture. Mobilisé, il est fait rapidement prisonnier lors des combats, sans doute du secteur de Morange, donc du nord de la Moselle. Et donc il décède donc à Sarrebruck, pas très loin de là. Léon Cantagrel, c'est en 26 novembre 18 à Mons en Allemagne. Augustin Fournier, décembre 18 à Königsbrück. À 15, on a Albert Wenrach, qui est décédé en 14 septembre 14. Et le plus âgé, qui était donc Jean Mallier de Tauriac, qui est décédé en Langensalza. Donc j'ai retrouvé donc, dans le livre d'or de l'Aveyron, d'ailleurs sa photo, où on voit d'ailleurs qu'il était cultivateur, marié, père de 5 enfants mineurs. C'est même presque étonnant que, en étant chargé de famille comme ça, il ait été mobilisé, et en plus il était territorial, né en 1875, c'est presque étonnant qu'il ait été mobilisé, qu'il n'ait pas pu éviter ça. Et donc prisonnier à Sainte-Marguerite est décédé en mars 1915. Voilà, je vous ai mis un petit peu les notices aussi pour les autres que j'ai trouvées dans le livre d'or de l'Aveyron. J'en profite donc pour parler aussi un petit peu de ces camps, comment ça fonctionne. Le camp de Darmstadt, puisque l'un d'eux est décédé là-bas, c'est un camp qui comprenait 40 baraques. Chaque baraque comprend 250 hommes. Donc vous imaginez la taille énorme de ces sites. Il n'y a pas que des Français, il y a des Russes, il y a des gens des Britanniques, et même dans les Français, c'est Français de métropole, c'est tous ceux des colonies, c'est-à-dire des gens d'Afrique du Nord,
d'Afrique noire, de toutes les régions de France. Donc c'est vraiment un mélange des personnes. Chaque homme a droit à 2 couvertures. Il y a des visiteurs de la Croix-Rouge internationale qui ont estimé lors de leur visite au début 15 que l'alimentation et les dispositions sanitaires de buanderie de douche étaient suffisantes. Il y a un grand lazaret. Un lazaret, c'est en fait un grand hôpital qui comprend 10 baraques de 80 hommes et qui, quand même, au début 15, a 558 malades et 220 blessés. Donc quand les soldats sont faits prisonniers sur le front, ils ne sont pas forcément en bonne santé. Il y a un service de poste qui permet de recevoir en moyenne par jour 1800 lettres, soit 600 à 800 paquets et 200 à 250 mandats. Là, je vous montre d'ailleurs quelques-uns de ces camps. Voici celui de Darmstadt, voilà justement. Je vous ai mis plusieurs photos où on voit ici un rassemblement. Alors, là, on dirait que tout va bien, ce sont aussi des photos de propagande. L'Allemagne, pour vis-à-vis de la Croix-Rouge, quand ils font des photos qu'ils leur donnent, ils vont montrer que tout le monde est bien traité. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'en Allemagne, l'Allemagne est bloquée. Elle doit faire face à énormément de rationnement. Les Allemands ne mangent pas très bien. On parle du pain allemand, de ce fameux pain caca dont on fait une belle caricature. Mais les Allemands, tout au long de la guerre, vont être de plus en plus rationnés et vont avoir des difficultés même pour manger au quotidien. Donc si le civil a du mal, vous vous rendez compte que le prisonnier va avoir aussi énormément de carences. Alors comment ils occupent leur journée? La plus grande journée, ils travaillent 6 jours sur 7 dans ces commandos, dans des usines, sur des chantiers. À Bayreuth, par exemple en Bavière, ceux qui restent au camp se livrent à des travaux d'intérêt général tels que le transport de colis, l'entretien du camp ou d'autres travaux pénibles. Certains sont à l'hôpital ou encore au service postal. Si en Aveyron, les colis sont ouverts en présence des destinataires, en Allemagne c'est pareil. Et même tout objet à caractère patriotique, comme des boîtes de lait, on parle des boîtes de lait, mais il y a une coque dessus. C'est une marque. Les publicités donc, que vous avez peut-être pu voir dans des illustrations avec des motifs patriotiques, qui sont un argument publicitaire, si on estime qu'il y a quelque chose de patriotique, on va l'enlever. Le coq en chocolat qui peut faire plaisir, on va l'enlever. Dans les détachements de travail, il y en a dans des usines, sur les routes, les défrichements. En France, c'est un peu la même chose. Le travail qui est le plus difficile, c'est bien sûr celui dans les mines, parce que c'est le plus dangereux. Par ricochet, on a aussi des prisonniers allemands donc, qui sont à Decazeville ou à Carmont. Les journées de travail, c'est 11 heures. Elles se déroulent ainsi: appel à 6 heures du matin, départ à 7 heures pour le travail, jusqu'à 17 heures, une pause à midi pour le repas, à 21 heures, extinction des feux. Les délégués de la Croix-Rouge qui contrôlent justement ces détentions ont noté le caractère pénible du travail dans les mines où les prisonniers de guerre poussent des wagonnets. Là, ils travaillent aussi à l'assèchement des marais, ce qui ne garantit pas non plus donc, des conditions de bonne santé pour les détenus. Et en Pologne et en Russie, ils sont employés sur les voies ferrées pour le transport des rails ou des troncs d'arbres pour l'aménagement de ces voies. Donc c'est des travaux très pénibles. Les plus chanceux sont envoyés dans l'agriculture, mais leurs conditions de détention dépendent aussi donc, de leur employeur. Le dimanche, c'est le seul jour de repos où ils en profitent pour écrire à leurs proches et n'ont droit qu'à une carte postale par semaine et 2 lettres de 4 pages en grosse écriture par mois. Certains peuvent s'instruire, donc beaucoup demandent des livres dans certains endroits, ils ont pu monter des bibliothèques. Ici, donc le camp de Darmstadt, certains ont fait des équipes de foot. Donc ici, on a une équipe de foot avec justement, on voit des différents uniformes. On voit les Chéchia parce que ce sont donc ceux qui étaient dans les troupes coloniales. On a ici donc ceux qui sont donc les chasseurs alpins, reconnaissables à leur grand béret. Et ici donc c'est un avis de décès que j'ai trouvé aux archives de Rodez d'un soldat ruténois qui a été donc décédé. C'est un avis de la Croix-Rouge qui est écrit donc à la mairie et à la famille pour indiquer le décès du soldat. Je vais, avant de vous parler donc, du comité aveyronnais aux familles, j'ai malheureusement pas trouvé donc, de récit de prisonniers de guerre aveyronnais.
vous allez m'excuser pour cette petite incartade. Je ne suis pas allée sur le Tarn, je suis allée sur le Lot, où il y a Adrien Rosière, qui était donc soldat et qui était donc pâtissier de profession, du petit village de Lerme, qui a laissé un petit carnet où il a raconté son périple pendant la guerre. Et il raconte justement comment donc il a été fait prisonnier, et dès qu'il est prisonnier, qu'est-ce qu'on lui dit. Donc il est fait à Conflans, donc c'est en Meurthe-et-Moselle. Les civils, nous voyant arriver, nous demandaient de quel régiment on était et où étaient les tranchées. Quand ils aient vu que j'étais de leur régiment, le 120 de ligne, car nous étions que 10, les blessés étaient restés à la tranchée, ils devaient partir le soir pour Metz. En passant, les habitants nous donnaient des cigarettes, du chocolat, et ils nous disaient que s'ils pouvaient nous suivre, ils le feraient bien, mais les hussards les ont fait écarter. À la gare de Conflans, on nous donne une carte à chacun pour faire savoir à nos parents que l'on est prisonnier. Ensuite, on nous embarque, on nous amène à Metz, on mange, puis on remonte, et on a pris la direction de la Bavière. Nous avons voyagé 2 jours. Pour manger, on nous faisait descendre à midi, et le soir, on avait une assiette de bouillon et une saucisse. Nous sommes passés en Alsace, à Mannheim et bien d'autres villes. On est arrivé à Würzburg à 10h du matin, où on nous mène dans un hangar d'aviation à côté des baraques. On recommande le silence et on nous fait sortir tout ce que l'on a dans les poches et dans les musettes. On nous fait manger bouillon, un peu de betterave et on a une paillasse. Dans le camp, on était 1000 et plus d'une vingtaine de civils du département de la Meuse. Et oui, ils font aussi prisonniers des civils. Ils avaient de 18 à 55 ans. Ils étaient là depuis le début du mois d'août. Ces pauvres gens se faisaient beaucoup de mauvais sang. Ils ne savaient pas que leurs femmes et leurs enfants étaient devenus, ce qu'ils étaient devenus, et si leur maison avait été démolie. Le camp de Würzburg est une vraie cage de fer, car de toutes parts, je tourne la tête, ce ne sont que des fils de fer barbelés, entrelacés très haut et très fins. Car ainsi le sont les cages de bêtes féroces contre qui on veut empêcher toute évasion. Alors il parle bien sûr aussi des colis. Chaque jour, je ne manque pas d'être le premier à la distribution des lettres et des colis pour recevoir ma première lettre de France qui m'apportera des bonnes nouvelles de réconfort pour mon pauvre cœur meurtri et beaucoup d'espoir. De même que ce cher premier colis je vais pouvoir contenter mon pauvre estomac qui souffre tant depuis mon arrivée, car il faut croire que depuis ce jour-là, on n'a pas pu manger à sa faim, chose qui m'était inconnue. Donc lui, comme il est pâtissier, il est envoyé en détachement dans une biscuiterie. Et donc, il nous raconte en fait comment ils partent donc à cette entreprise. Le 10, au rassemblement, le Feldlevé allemand a demandé des pâtisseries, confiseurs et boulangers. 4 pâtissiers, 6 boulangers se sont fait inscrire, moi j'étais du nombre. Et 7 jours après, nous avons pris le train à 4 heures du matin pour descendre à Mainberheim, qui est à 30 km de Würzburg. À la sortie de la gare, M. Schmidt vient à notre rencontre et il nous dit vous venez travailler. De la gare, nous sommes allés devant la fabrique et nous devions être des phénomènes car toute la fabrique est sortie pour nous voir. Là, on est resté 20 minutes, puis on nous compta et on nous a mené à un restaurant qui est à 200 mètres de la fabrique. Là, on a posé nos musettes et on nous a conduits au village qui est à 400 mètres du restaurant. Là, on était escortés de plus de 100 gosses qui nous regardaient. Donc il était assez surpris de voir encore tout ce monde-là. Pour justement, ces colis sont envoyés par les familles, mais ils sont envoyés aussi par des associations. Il y a énormément d'associations qui sont créées et qui se mettent en place pour aider à la fois les soldats dans les hôpitaux temporaires qui sont sur l'Aveyron ou ailleurs, mais aussi pour envoyer des colis. Et donc là, justement, on a ce comité qui nous donne donc les colis, dans lesquels ils mettent à la fois du linge, de l'alimentation, les colis. Donc ils préparent des colis tout prêts qui peuvent être achetés. Mais c'est souvent donc des donations, il y a des petites séances publiques, des séances de théâtre. Et grâce à l'argent qui est collecté, ils peuvent subventionner ces colis, qui sont aussi parfois subventionnés par la Croix-Rouge. On a ici donc ce document qui nous donne une liste des prisonniers de guerre sous les murs de Varèse, avec donc l'implantation de chacun des camps pour pouvoir justement leur envoyer des colis. Voilà les courriers qu'ils reçoivent ou qu'ils envoient. C'est une petite carte comme on a ici,
Celui-ci vient d'Erlangen, il écrit donc au comité de Rhodes pour demander des vêtements parce qu'il n'en a plus. Mais vous voyez, il y a bien des lignes. Il pourrait écrire beaucoup plus petit pour mettre plus de texte ou à la mairie ou à ses proches. Non, tout est bien contingenté. Et vous voyez, donc tout c'est caché avec tout ce qui est écrit en allemand pour bien montrer que tout est lu et avant d'être partir vers la France. Côté français, c'est la même chose. Et justement, côté français, qu'est-ce qui se passe aussi pour les prisonniers de guerre? En France, pareil, sur le territoire, on va aussi faire prisonnier des Allemands qu'on va amener donc sur différentes régions de France. Pour la région Midi-Pyrénées, il y en a beaucoup sur Toulouse, et nous, ils sont surtout basés à Carmont, où ils vont travailler dans des entreprises. On a ici donc des baraquements des prisonniers de guerre, justement, à Bourran, à Decazeville, donc ils vont être là aussi employés dans les mines. Ici, c'est en juin 17. On a ici l'arrivée des prisonniers de guerre allemands à Castres, qui vont être aussi employés donc, dans les usines. Et on a ici à Carmont et à Vendrac. Voilà, ça ressemble un petit peu au cliché que je vous ai montré aussi tout à l'heure des Français en Allemagne. Alors, j'ai trouvé donc aussi un livre avec justement qui récapitule donc à la fois les lieux où ils étaient, donc tous ces prisonniers, qu'ils soient civils et militaires, en France, où est-ce qu'ils étaient. Et donc pour l'Aveyron, on voit donc qu'ils étaient basés à Aubin, à Castres, et qu'ils étaient placés ensuite à Camarès, à Flavin, à Lugan, Montrosier, Pont-de-Salard, Saint-Bolis. Ils étaient aussi à Decazeville, Espalion, c'est aussi le camp d'internés civils, à Millau, à Montpaon, à Rodez, Saint-Afrique, Villefranche-de-Rouergue, voilà, Malgouire aussi, donc c'est là où il y avait des camps d'internés civils. Pour Castres, on voit que ceux qui sont employés à Castres, ils sont placés à Flavin, mais aussi à Floirac en Lozère. On a aussi Gaillac, en Haute-Garonne, à la cavalerie, à la Rouquette dans l'Hérault, et on a aussi donc à Aubin, voilà, à Camarès. Voilà, partout où on peut les employer pour des travaux agricoles, ils vont être une main-d'œuvre supplémentaire. Les premiers arrivent donc le 30 août pour Castres. Les premiers arrivent le 30 août 14. On voit que vraiment que dès les premiers combats, de part et d'autre, on va faire des prisonniers. C'est un convoi de plus de 300 prisonniers qui est annoncé à Castres. Et en fait, après, en septembre, ils ouvrent carrément un dépôt de prisonniers qui va prendre plus de 1200 prisonniers à Castres. Et d'ailleurs, on va les employer sur la ligne de chemin de fer Carmont-Vendrac. En janvier 15, justement, il y a eu une polémique parce qu'en fait, les prisonniers souhaitaient tout simplement Noël. Et donc ça n'a pas plu à certains parce que forcément, les gens se sont posé la question, et est-ce que nous, nos soldats français prisonniers en Allemagne, est-ce qu'ils ont pu fêter Noël? Voilà, c'est aussi des choses qui se disent. Il y a des religieuses qui étaient d'origine austro-allemande aussi, qui étaient sur le secteur dans le Tarn, et qui sont envoyées en Espagne, parce qu'elles avaient leur confrérie qui était là-bas. Aujourd'hui, à Montauban, en Tarn-et-Garonne, on a un cimetière militaire, et il y a un carré avec des soldats allemands qui sont inhumés. Ce sont les soldats qui ont été faits prisonniers, qui travaillaient sur le secteur et qui sont décédés de maladie. Et donc je voudrais terminer sur cette petite conclusion-là. On a ici donc cette femme, c'est la tante de toutes ces familles et de part et d'autre de la frontière et qui attendent un être cher. C'est ici les carnets d'Adrien Rosière qui lui a dessiné justement ces drapeaux ennemis. On a la Saxe, on a la Bavière, et aussi ce groupe de sapeurs télégraphistes qui sont là dans leurs tranchées, qui ont fait avec de briques et de broc une petite table et qui ont même trouvé 4 fleurs à mettre au milieu d'une tranchée. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'ils soient français, allemands, autrichiens, cette guerre a bouleversé bien des vies, dans la découverte d'autres régions, d'autres pays, et aussi ça a été des rencontres avec des gens d'origines diverses. Si en Aveyron, on avait des Espagnols ou des Italiens qui travaillaient dans le bassin, il y a bien différentes nationalités qui vont se mélanger, que ce soit au niveau national ou ici, plus près de chez nous. L'Aveyron, c'est à la fois une terre un lieu de transit pendant la guerre, un lieu où on va avoir du soin, et un lieu aussi de détention. Ça, il faut quand même aussi le signaler. Pour tous, à partir du 11 novembre 1918, la route a été longue aussi pour retrouver les siens.
Certains seront véritablement déracinés. Je parlais tout à l'heure de ces populations qui étaient d'abord en Afrique et qui vont retrouver donc leur pays. Et je voudrais en fait laisser un petit peu la parole, donc encore une fois, Adrien Rosière, ce pâtissier de l'Herme, qui nous raconte, c'est les dernières lignes de son carnet, le 18 décembre 1918, et qui nous dit: 18 décembre, le départ, la joie, nous quittons le camp de Würzburg à 10h du matin pour nous rendre à la gare. Nous embarquons à 11h et nous passons à Soda, Osterbrücken, Karlsruhe, Offenburg, Mülheim, Bâle en Suisse, Delle, Besançon, Dole, Auxonne, Dijon, Chamy, Chalon-sur-Saône, Mâcon, Lyon, Valence, Montélimar, Avignon, Tarascon, Nîmes, Sète, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Toulouse, Agen et Castelfranc. Rendez-vous compte de tout le parcours qu'il a fait. Il a fait quand même dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Avec plaisir. Oui, juste, vous avez un témoignage d'un Aveyronais qui a été emprisonné en Allemagne, qui est apparu dans le bulletin d'Espalion, le numéro 17, en 1915. Et c'est un prisonnier qui s'est évadé d'un camp. Et de ce fait, le nom du prisonnier, on ne l'a pas. Et on n'a pas non plus le nom du camp où il était interné. Mais il explique très bien toutes les conditions que vous avez décrites. Et ce qu'on pourrait ajouter, c'est que les populations étaient invitées à venir voir les prisonniers au début de la guerre. Et elles les considéraient un petit peu comme des objets. Et ils étaient insultés, ils étaient brimés, on leur envoyait des cailloux. Et puis après, progressivement, au fur et à mesure que la guerre a avancé, ils ont eu... la manière de les considérer s'est transformée. Et si au départ on criait à Paris, à Paris, à Paris, ensuite au cours de la guerre, eh bien, on va leur dire, on va essayer de fraterniser avec eux. Même si peut-être le terme fraterniser est un peu fort. En France, c'est la même chose. Autant vous dire, bon là on a le cas de Villefranche à Saint-Afrique, le fait de voir arriver des légionnaires, même tout simplement des prisonniers, dans des locaux qui étaient normalement des lieux d'enseignement, ça ne plaît pas beaucoup. C'est dans le journal catholique de l'Aveyron. Je peux vous dire qu'ils ont des rapports, ils racontent, ils sont vraiment pas contents qu'il y ait des étrangers et en plus des ennemis qui viennent dans les locaux. Et c'est d'ailleurs même par rapport à la population locale. En plus, c'est mettre un visage sur ces personnes dont on nous parle dans la presse ou aux informations quand on va au cinéma. C'est les Allemands, c'est beaucoup les caricatures avec ce fameux casque à pointe. Ah ben tiens, on a les casques à pointe qui arrivent, c'est les voir arriver. La même chose, c'est aussi parfois dans les gares, quand on voit arriver les troupes coloniales. Par exemple, à Cap-de-Nagar, il y a 50 Chinois qui sont employés pour la réparation des locomotives. Aujourd'hui, on verrait arriver 50 Chinois, ça ferait un petit peu une attraction. Bien qu'on en ait vu, mais à cette époque-là, c'est quelque chose qui est aussi une surprise, même rien que les soldats coloniaux qu'on va soigner dans les hôpitaux du département. Je sais que c'est à Saint-Joseph, il y a les récits donc, qui ont été publiés d'ailleurs, où justement ils parlent notamment que certains observent le jeûne du Ramadan. Il y a d'ailleurs une très bonne tolérance par rapport à ça, où ils expliquent voilà, les usages des uns et des autres sur l'alimentation. Les troupes coloniales qui mangent davantage de riz, qui ne consomment pas d'alcool, ou des choses comme ça, les régimes alimentaires sont différents. Et c'est vraiment une des premières confrontations des populations locales aussi, avec à la fois les colonies ou tout simplement l'ennemi aussi, on met vraiment un visage dessus. Et juste si vous me permettez, excusez-moi. Juste, je termine. J'ai retrouvé dans une lettre de Boileau comme quoi vous avez parlé qu'il y avait les camps étaient aménagés avec des hôpitaux, etc. Et j'ai trouvé il décrit qu'un de ses camarades a été rapatrié parce qu'il avait une blessure très importante et donc il avait été rapatrié, donc il n'avait pas été soigné sur place. Et c'est ce qui me surprend. Alors après, bon, c'est vrai que la Croix-Rouge a des délégués qui passent un petit peu partout. Ils sont passés aussi dans les camps français pour faire, il y a des rapports qui ont été publiés, qui sont aussi aujourd'hui dans les archives à Genève. Et donc certains parfois ont pu être peut-être déplacés parce qu'ils ont pu avoir ou un appui
où peut-être le passage de délégué de la Croix-Rouge a pu faciliter ce déplacement-là. Pour les prisonniers, d'ailleurs, il y a la base des prisonniers de guerre qui est actuellement accessible sur le site internet de la Croix-Rouge internationale. Voilà, moi c'est vrai que j'ai pensé à vous montrer des fiches, parce je ne viens de pas montrer parce qu'elle n'amenait pas d'informations complémentaires, mais ça permet de suivre justement le parcours de certains, l'emplacement de ces camps pouvant être parfois indiqué sur les fiches matricules des soldats. Vous aviez une question, Madame Skira? Oui, mais ce n'est pas une question parce que vous nous avez tout dit, pardon, c'est un peu comme monsieur, c'est un complément. Mon père avait 16 ans en 1914 et comme les étés précédents, il passait l'été en Allemagne parce qu'il faisait de l'allemand en première année, parce que nous avions de lointains cousins là-bas. Et à la déclaration de guerre, 16 ans, ben voilà, il a été arrêté, il est allé en prison. Comme le cousin chez qui il était le maire du village, le fils du cousin a pris sa place. Et il a pu revenir avec le dernier train qui est revenu d'Allemagne à la gare de l'Est, à Paris. Et ainsi, il n'est pas resté là-bas. Mais apparemment, évidemment, tous n'ont pas eu cette chance. Alors d'autre part, je voulais aussi vous parler, vous en avez parlé tout à l'heure, du château de Lincourt. Et le château de Lincourt est un château qui a accueilli des soldats, je pense, peut-être pas que, des soldats prisonniers. J'ai connu le livre qui est là-bas, mais c'est pas pour ça que je vous en parle. J'ai été aidée par le Carto Club de l'Aveyron qui avait un certain nombre de photographies d'époque, puisque j'ai voulu mettre beaucoup de photos de l'époque de la guerre de 14, et ils m'ont apporté une carte d'un prisonnier allemand à Lincourt. Comme je suis bilingue, il m'a demandé ce qu'il y avait. Alors, il espérait peut-être un peu avoir des détails sur les conditions de détention, tout ça, mais compte tenu de ce que vous nous avez dit, il est bien évident que c'était impossible. Dans mon livre, je reproduis la carte postale d'un Français, cette fois-ci, écriture bien lisible, juste 4 lignes, enfin bon, etc. Et j'ai eu un peu du mal à comprendre, enfin, j'ai compris tout de suite qu'il voulait saluer tous ses amis. J'ai vu du club de vélo. Alors, je me suis dit, est-ce que j'ai bien compris? Et je suis allée rechercher un petit peu. Et le club de vélo qui est à Ulm, donc en Bavière, existe toujours. Et ce monsieur était effectivement un adhérent du club de vélo. Les Allemands, ils ont l'associationnite aiguë depuis très très longtemps. Et donc, ils saluaient les gens du club de vélo. Alors, d'autre part, il y a eu des malades qui ont été soignés en Suisse, vous le savez sûrement. J'ai retrouvé, je l'ai reproduit, un hôtel dans lequel alors là, c'est un cousin de mon mari. Moi, je ne suis pas avéronaise, mon mari est de l'Aïole. Et d'Espagnol, disons, et on a dans les archives familiales une carte postale d'un cousin qui était détenu, soigné, détenu, etc. Je me suis donc penchée sur leurs conditions de détention. Et autrement, vous avez parlé de Sarrebourg. Alors à Sarrebourg, il y a effectivement une nécropole qui a accueilli beaucoup de prisonniers français morts en Allemagne. Et il y a une statue. Et cette statue, elle a été exécutée par un statuaire suisse, mais qui s'était engagé dans l'armée française, un Suisse germanophone, il était de Zurich. Et la statue a d'abord été érigée au camp de Grafenwörth. Je ne sais pas si vous voyez, je crois que vous en avez parlé aussi. Pourquoi je me suis occupée des prisonniers? Parce que parmi les 191 soldats de 14-18 qui sont enterrés au carré militaire de Rodez, il y en a 2 qui sont des prisonniers qui sont décédés en Allemagne et dont le corps a été rapatrié à Rodez. Donc ce statuaire, j'ai trouvé une carte postale, alors en Allemagne cette fois-ci, du camp de Grafenwörth, où on aperçoit la statue qui ensuite a été rapatriée à Sarrebourg avec ou en même temps qu'eux, ou à l'occasion d'eux, des corps, etc. Les prisonniers en Allemagne, et bien ma foi, c'est extrêmement intéressant. L'un des deux est mort à Pluxheim, il me semble que vous en avez parlé aussi, et l'autre, je ne sais plus, parce que ça fait 2 ans que j'ai écrit le livre, je ne me souviens pas. Merci. Un complément donc, qui me fait rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à des cas particuliers. Je pense à 2 cas particuliers d'Aveyronnais et d'Aveyronnaises. Il y a quelques années, j'ai une enseignante qui m'avait contactée parce qu'elle faisait travailler ses élèves sur la généalogie. Et donc, il se trouve, c'était en Savoie, et il se trouve que l'arrière-grand-père de cette collégienne avait été en Aveyron, des brasseurs en Aveyron. Et justement, on ne comprenait pas parce qu'il avait failli être interné civil.
Et en fait, j'ai reconstitué l'histoire. En fait, c'est un brasseur allemand qui, en fait, était venu travailler à la brasserie Lautenbacher qui était sur Aubin. En fait, le monde des brasseurs, c'est comme aujourd'hui, c'est des confréries, tout le monde se connaît. Il s'était un peu fâché avec son père en Allemagne, il était venu donc travailler en Aveyron. Forcément, le brasseur avait une fille, et il s'est fait donc marier avec la fille du brasseur. Et il venait d'avoir un petit garçon. Ça, c'était en mai 1914. Donc, 1er août 14. Qui apparemment ne voulait pas travailler. Et alors ils avaient fait venir une troupe pour les mettre un peu, en joue, enfin ils ne sont pas jusque-là. Et puis après, à un moment donné, les Allemands ont dit non, on reprend le travail. Mais ils travaillaient, ces prisonniers, donc sur la route, et à côté de cette route, il y a la voie ferrée, qui n'a jamais existé. Mais oui, mais... Dans le tracé a été réalisé. Et qui est magnifique. Et bien les Allemands travaillaient, commençaient à préparer cette ligne-là. Et la route avec, ils faisaient le démonstralement. Mais c'est vrai que dans certaines grandes villes industrielles, cette concurrence avec la main-d'œuvre allemande, les prisonniers, elle posait des problèmes. Moi, j'ai un camarade qui s'intéressait justement aux prisonniers de guerre sur tout le Grand Ouest de la Bretagne jusqu'à Saint-Nazaire. Et à Saint-Nazaire, il y a les délégués syndicaux des ouvriers qui ne sont pas contents du tout parce qu'ils nous prennent le travail. Ah oui. Voilà, donc ils demandent à ce qu'ils soient envoyés ailleurs, sur des mines, sur des carrières, parce qu'en plus, dans les usines, c'est là où il y a les salaires les plus rémunérateurs. Les tourneuses d'obus, c'est pas pour rien qu'elles vont travailler plutôt à Decazeville que dans des filatures, parce que même si les conditions de travail sont bien plus néfastes pour elles, les salaires sont bien plus supérieurs. Voilà. On a connu ça en 39-45 avec les Allemands qui travaillaient dans les fermes en Aveyron. Oui, il y a une grande similitude, hein, oui, même, vous parlez des stalags et des oflags, d'une certaine façon, c'est un peu les mêmes choses. C'est un peu le même schéma qu'on va reproduire avec ceux qui vont repartir travailler en tant que prisonniers en Allemagne. Les mieux lotis vont aller travailler dans des fermes. Parfois, certains vont se marier d'ailleurs sans forcément être dans le côté caricatural de la vache et du prisonnier, mais l'esprit est là, quoi. Et bien sûr, les plus durs, ce sont dans les mines. Et beaucoup, par contre, ont eu énormément de difficultés pendant la Deuxième Guerre mondiale à travailler dans les mines. Beaucoup ont perdu la... Il faut penser qu'en Lorraine allemande, il y a eu le même problème. Et dès juste aux environs du 30 août 1914, déjà les Allemands commencent à interner toutes les personnes qui sont susceptibles d'être prisonnières. Et là, justement, Adrien Rosière en parle, il y a des villages entiers qui sont déportés, ils ont même le statut de déportés. Et dans des camps comme celui de Langensalza, de Rastatt ou ailleurs, il y a des personnes qui décèdent. À Sarrebourg, il y a plus de 1000 civils qui sont décédés. Et ce sont des hommes, voilà, il y a eu des femmes et des enfants qui sont décédés dans des... Il y a des numéros, il y a un article du numéro du Miroir, dont j'ai pu reprendre la photo sur ce panneau informatif, et qui montre avec aux côtés de ces prisonniers de guerre de toutes les nationalités. Donc c'est vraiment, quand on regarde, ce sont des parcours de vie... ça, on pourrait en faire des films entiers, quoi. Vous trouvez des preuves que des prisonniers français soient restés en Allemagne et se sont installés en Allemagne? Je pense qu'il y en a. Je pense sincèrement qu'il y en a. Après, dans des parcours de vie, des gens qui ont changé après la guerre, oui, je vais vous donner un exemple que j'ai su dans le cadre professionnel. Aujourd'hui, il n'y a plus de poilus de 14-18. Moi, ça fait 16 ans que je travaille pour l'Office national. Et quand il y avait les derniers poilus, j'ai ma camarade de Toulouse qui en fait a une famille et qui l'a contactée pour savoir si elle pouvait lui donner les coordonnées, ça devait être de l'arrière-grand-père. Elle dit, moi je n'ai pas le droit, c'est ce qu'on appelle la loi informatique et liberté. Elle dit, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est parti combattant en 14, il n'était pas marié, mais après la guerre, il a entre guillemets voulu changer de vie. Ce qu'il avait vécu avait dû le transformer. Il était originaire du nord de la France, il était resté sur la région toulousaine où il avait fondé famille, mais il avait complètement coupé les ponts avec sa famille d'avant. Et donc, peut-être que les descendants ou les cousins voulaient le retrouver,
Elle m'a dit non, c'est quelque chose qui lui appartient, on n'a pas le droit. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il est vivant où il habite, je ne vais pas vous le dire. Mais voilà, mais c'est pas impossible, comme d'ailleurs, il y a eu des mariages justement de ces prisonniers, ici en Aveyron aussi, voilà. Alors après... Un 14-18, pareil. Et oui, mais c'est vrai que c'est... Moi je pense que c'est tout à fait envisageable, c'est une question que je n'ai pas forcément creusée, parce que aussi ce qui est difficile, c'est que les archives en Allemagne, c'est pas évident. C'est pas évident à trouver, c'est pas aussi facilement accessible qu'en France, et puis je ne les connais pas beaucoup non plus. Mais je pense que c'est tout à fait, votre idée est tout à fait bonne. Hein. Ça a été fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, je vois pourquoi ça ne le fait pas. Voilà. Voilà, et je pense que pour la première, c'est pareil, et ceux qui travaillaient dans les fermes ou ailleurs, c'est tout à fait possible. Dans la partie allemande de ma famille, dont je parlais tout à l'heure, il y en a un Français qui est resté, qui était menuisier, et qui a épousé la fille de menuisier. Ben oui. Allez, monsieur le maire. Monsieur le maire.